Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Je leur ai le plaisir de vous présenter ce nouveau numéro de votre magazine axé sur des questions socio-économiques de notre pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur le secteur de la construction, de l'énergie et tant d'autres. Alors pour en parler, vous savez que le boom immobilier qui s'observe aussi bien dans la ville-province de Kinshasa que dans toutes les grandes agglomérations de notre pays, la République démocratique du Congo, ne nous a pas laissé indifférents. Pour entrer même dans le vif, au cœur de ces phénomènes, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau quelqu'un qui évolue dans ce secteur-là, qui n'est rien d'autre que M. Barak. Il est le directeur commercial du groupe Forest. Vous êtes sans ignorer que le groupe Forest s'est installé ici en République démocratique du Congo depuis 1926. Bientôt, ce groupe va devoir célébrer son centenaire, un événement aussi historique, majeur. Comprenez que ce groupe a tout de même pu accompagner la République démocratique du Congo dans des grandes phases de sa construction. Nous allons comprendre les défis qui se présentent devant cette entreprise, quels sont leurs nouvelles politiques, quelles sont les perspectives qu'ils ont pour la construction de Kinshasa ainsi que d'autres grandes villes de la République démocratique du Congo. Monsieur Barak, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'accueil. Justement, d'entrée de jeu, j'aimerais ici que nous puissions éclairer la lanterne de nos téléspectateurs par rapport à une question majeure. Il s'est tenu là-bas une semaine minière, une grande conférence axée sur le secteur minier. On a vu le groupe Forest qui avait marqué de la plus belle manière de sa présence dans cette grande conférence. Et puis le chef de l'État également avait visité votre stand. Autant de questions aujourd'hui qui nécessite tout de même un éclairage de votre part. Tout à fait, merci beaucoup. La conférence dont vous faites allusion, c'est la conférence minière de Kolwezi, sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange. C'est une conférence qui s'est tenue 3 jours, donc en début octobre, et nous avons pu recevoir tous les membres du gouvernement, et nous avons pu parler de tous les sujets concernant les mines, et spécialement le cuivre et le cobalt. Alors, comme vous l'avez précisé, le chef de l'État nous a honorés par sa visite, sa longue visite, entre 15 et 20 minutes sur notre stand. Et il a écouté patiemment tous nos produits et services, toutes nos possibilités, nos capacités dans les constructions des infrastructures dans son pays. Nous avons retenu ces 3 priorités pour justement suivre par la suite son programme. Il a donné 3 indications, 3 priorités qui sont que les entreprises, tout type d'entreprises qui évoluent dans ce secteur, puissent prospecter partout en République démocratique du Congo et non plus que le cobalt et le cuivre. Je précise au passage que Kolwezi, donc dans la belle province du Lualaba, est devenue la capitale mondiale du cobalt. Avec un petit chiffre, 65% du cobalt mondial est produit au Congo. Donc ça donne une force stratégique donc, à ce beau pays qu'est la République démocratique du Congo. Mais le président a insisté dans son discours d'ouverture de prospecter partout en RDC, dans toutes les provinces, tous les types de minerais, en créant par exemple des zones économiques spéciales pour que les investisseurs puissent justement satisfaire toute la population en RDC. Et il y avait également la présence de tous les gouverneurs et chacun faisait la promotion de sa province, que ce soit dans l'Ituri, que ce soit au Kivu, dans le sud Kivu, que ce soit dans les différents Kasaï, etc. etc. Alors rapidement, votre échange avec le chef de l'État tourné à gravité autour de quoi? Et quels sont les produits et services que Malta Forest a pu tout de même exposer lors de cette grande conférence minière? Alors nous avons reçu le chef de l'État le dernier jour. Il venait de visiter une mine qui s'appelle Sekomine. Il est ensuite parti sur une autre mine qui s'appelle Desiwa. Et à son retour, il a visité tous les stands. Et il a passé une grande partie du temps, ce qui nous a beaucoup honoré, dans le stand du groupe Forest. Il a pu voir toutes nos capacités, je dis bien, c'est-à-dire dans la construction des routes, dans la construction des ponts, dans la construction en général des immeubles, des maisons, dans tous les services miniers,
Vous savez que les mines ont besoin des gros engins, des pelles excavatrices pour creuser, des camions pour transporter les minerais, les tracteurs, tous les gros engins miniers, les travaux de terrassement, de découverture, de pushback en anglais, peuvent être effectués avec le groupe Forest partout en RDC. Et il a également vu nos services dits de préfabrication, c'est-à-dire des blocs ciment, pavés de sol, des buses pour le drainage, etc. Par exemple, il avait observé une de nos buses qui permettent l'évacuation des eaux usagées. Vous savez que quand les miniers reçoivent les minerais, ces minerais doivent être traités avec un processus métallurgique pour transformer justement et retenir ensuite que, par exemple, des cathodes de cuivre ou des produits transformés. Mais parfois, il y a des produits chimiques qui interviennent dans le processus, et parfois, en cas de forte pluie, les villages aux alentours peuvent se plaindre, et grâce justement avec les bus de Forest, les bus de drainage, on peut faire l'assainissement. Donc, nous avons entre autres parlé de ça. Nous avons parlé aussi de l'énergie. Vous savez que les mines, il y a un déficit, par exemple, rien que dans l'ex-Grand Katanga, de plus de 750 MW. Donc, pour justement transformer les minerais, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'électricité. Et l'entreprise, le groupe Forest, par son pôle énergie, avec les entreprises Congo Énergie et AEMI, peuvent justement y contribuer à ce problème. Par exemple, en réhabilitant des centrales hydroélectriques, par exemple en faisant des centrales, par exemple, comme la centrale solaire que nous avons fait à Manono, dans le Tanganyika, une centrale solaire de 2 MW avec 3 MW de stockage de batterie, avec des solutions aussi pour des centrales à gaz, thermiques, etc. etc. Donc le chef de l'État était très très attentif. On a parlé aussi de maintenance industrielle. Une fois que vous avez l'énergie, vous produisez, vous avez des casses et il faut remplacer tous les équipements. Nous avons cette expertise. Nous avons en interne, grâce à Nbelia, qui est New Baron Lévesque International Afrique, qui est justement actif dans tout ce qui est travaux de chaudronnerie, reconditionnement de pompes et réducteurs, pour par exemple le minier. Il y a aussi Fondaf, donc c'est une usine que le groupe Forest vient de racheter, qui s'appelle maintenant AMF, Atelier Mécanique et de Fonderie, qui répare les pompes, etc. etc. Alors, vous venez là de brosser ces tableaux si riches qui a caractérisé, donc s'il faut le dire ainsi, vos activités lors de cette conférence minière. Mais la République démocratique du Congo a un besoin criant en termes d'infrastructures, s'il faut le dire ainsi. Malgré votre ancienneté, aujourd'hui, on a comme l'impression que le groupe Forest perd du terrain face aux Asiatiques, notamment les Chinois. Est-ce que vous avez un point de vue à mettre? Parce que c'est l'observation de la population congolaise. Essayez un peu de l'éclairer par rapport à ça. Oui, que la population congolaise se rassure. Donc, tout le monde est bienvenu pour construire ce pays plus beau qu'avant, comme le dit l'hymne national. Donc, que ce soit les Chinois ou les Asiatiques ou d'autres personnes venues d'autres horizons, tout le monde est bienvenu parce que le plus important, c'est les Congolais et le bien-être des Congolais. Alors, il est vrai que pour le groupe Forest, suite peut-être à des accords de gouvernement en gouvernement, on l'a peut-être moins vu au Congo que dans d'autres périodes du passé, dans le temps. Mais il n'y a pas de fatalité, nous sommes ouverts, nous pouvons coopérer aussi bien avec les Chinois que d'autres personnes. Parce que eux-mêmes, justement, aujourd'hui, les amis chinois me disent « Ah, mais Forest, vous êtes fort parce que vous avez. » Chacun voit l'avantage chez l'autre, alors qu'il faudrait peut-être travailler en intelligence pour que tout le monde soit gagnant. Alors pour la population, je prends l'exemple de la population à Kinshasa, soyez les bienvenus, nos bureaux sont ouverts, nous avons des très bons prix parce que peut-être nous souffrons de cette image de qualité et de luxe. Parce qu'on sait que chez le Chinois c'est le moins cher, mais chez Forest c'est cher. C'est ça maintenant la question, comment faire maintenant pour briser cette barrière, pour faire en sorte que ce voile tombe, pour qu'on comprenne que chez Forest, on peut bénéficier d'un produit de qualité à moindre coût. Comment il faut une dynamique communicationnelle autour de cela. Tout à fait. Il faut une dynamique, comme vous dites, de communication et de pédagogie. Donc il faut répéter le message qu'on peut construire avec Forest à un bon prix. On peut construire avec Forest à un bon prix. Comment et pourquoi? Alors je commence avec le comment. Si vous voulez la qualité demande des intrants de qualité, des personnes bien formées, parce que nous respectons les humains, les normes de sécurité, nous respectons l'environnement, nous respectons le genre, on n'oublie pas les femmes, et nous respectons tout notre environnement. Nous sommes responsables sur nos différents impacts, y compris environnementaux.
Et donc, tout ceci a un prix. Ça, c'est pour le premier volet. Maintenant, compte tenu de la situation du marché, nous avons étudié une offre pour que la qualité soit accessible à tout le monde. Nous avons fait une campagne à Kinshasa qui s'appelle Pona Batu Nyonso. Donc, la qualité abordable pour tout le monde. Pour tout le monde. Ouais. C'est-à-dire, comment, si on fait par exemple des blocs ciment avec des résistances à la compression de 16, voire jusqu'à 36 mégapascales pour faire des immeubles de plus de 30-40 étages. Comment faire pour avoir un niveau, deux niveaux, trois niveaux avec 7 mégapascales ou 8 mégapascales? C'est déjà très très bonne qualité à un bon prix. Ça c'est trop technique, hein? Je ne sais pas si les communs de mortels vont tout de même maîtriser tous ces termes que vous évoquez ici. Mais sauf que ce qu'il faut retenir, que Forest est disponible à construire même de petites maisons, chambres et salons comme on l'appelle. Alors pour être très simple, on peut proposer, on a diminué nos prix 2 fois l'année dernière, on peut proposer par exemple des blocs ciment, on dit briques ici couramment. On les proposait à 1,40, on a baissé à 1,10, ils sont à 0,87 $, c'est-à-dire 1400 et quelques francs congolais selon le taux du jour. Ce n'est vraiment pas cher, c'est vraiment la qualité accessible à tous. Et pour le moment, il n'y a pas encore de quantité minimum d'achat. Des personnes qui achètent pour 100, 200, 400, 500 briques. Ouais. Et de plus en plus, il y a des personnes qui nous arrivent de partout, hein, de toutes les communes de Kinshasa, pour 5 000 briques, 20 000 briques, 30 000 briques et nous livrons sans et cette personne ou ces personnes sont exemptées du coût de transport en quelque sorte. Le transport est offert. Le transport est offert. Alors, il y a le chargement. Une fois que les blocs sont produits, il y a le chargement pour charger dans les remorques, les camions. Il y a le transport et il y a le déchargement. Je rappelle que nos concurrents facturent ça $100. Chaque transport de camion dans la ville de Kinshasa, quelle que soit la distance, $100. Ça, c'est offert pour nos clients. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs que nous avons le réel plaisir de recevoir sur ce plateau M. Barak, qui est le directeur commercial chargé de la visibilité du groupe Forest. Avec lui, nous sommes en train de parler de la question relative à la construction en République démocratique du Congo. Quelles sont les politiques que devrions-nous mener pour que nous aussi nous puissions transformer notre beau et grand pays comme d'autres pays, notamment le pays de l'Émirat Arabes Unis, où on assiste à des grands projets ambitieux en termes de construction, mais quels sont les pesanteurs? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait en sorte que la République démocratique du Congo conçoit à des projets un peu à petite échelle? Monsieur Martin Forest étant expert dans ces domaines-là, pourquoi aujourd'hui en République démocratique du Congo, nous ne développons pas de projets de grandes envergures, tels que j'ai cité aussi Dubaï, Qatar et j'en passe? Parce que ce sont le privé aussi qui le font. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que le privé, en République démocratique du Congo, ne parvient pas à s'élancer d'une manière aussi extraordinaire? Vous avez très bien dépeint la problématique, et je vous dis merci pour la question. Ouais. Alors, il y a de nombreux problèmes, mais que les Congolais se rassurent, ce problème a existé ou existe dans de très nombreux pays du monde, ce n'est pas propre au Congo. Une des premières raisons, peut-être, c'est qu'il n'y a pas encore d'ordre national des architectes ici au Congo. Je vous informe que lundi prochain sera la journée mondiale de l'habitat et de l'architecture organisée par les Nations Unies. Et il existe au Congo une société des architectes du Congo, qui est une sorte d'organisme qui regroupe les architectes diplômés, formés. Donc nous avons ici au Congo une expertise congolaise qui demande qu'à s'épanouir, mais qui n'ont pas encore d'ordre. Voilà une des premières problématiques. Deuxième problématique, maintenant au niveau des normes. Il existe une corporation nationale des ingénieurs du BTP qui fait des efforts colossaux pour avoir des normes congolaises ou alors des normes africaines. Ce n'est pas encore le cas actuellement. Voilà un deuxième blocage. Troisièmement, comme le disait... Donc il manque un cadre. Il manque un cadre. Les personnes sont formées. La compétence existe. Est-ce que la main-d'œuvre est qualifiée? La main-d'œuvre peut apprendre. Avec l'effet d'expérience, il peut avoir... il existe, je peux dire qu'il existe de la main-d'œuvre qualifiée, mais il manque encore le contexte, hein, l'environnement favorable. Et j'aimerais aboutir sur le troisième point qui est il n'y a pas aussi de banque de construction de l'habitat. Justement. Alors, il y a monsieur Jean-Saïdi Bamanissa qui organise Expo Béton. Le magnifique salon Expo Béton. Et on laisse d'ailleurs le temps de vous étendre là-dessus. Alors, c'est un point sur lequel toute l'équipe
de l'Expo Béton, donc, qui est organisé chaque année, donc le plus grand salon en République démocratique du Congo, salon de la construction, des infrastructures. Cette année avait pour thème le corridor ouest. Le corridor ouest. Donc les travaux de transport et de construction avec l'Angola et le Congo-Brazzaville et la RDC. C'est un appel que nous faisons aussi bien nationalement qu'à l'étranger, que nous travaillons sur ce point-là. Nous avons besoin d'une banque de l'habitat. Ça, c'est un appel que nous faisons aux autres autorités de l'État. Ceci a été rappelé maintes fois. J'ai été personnellement présent lors de l'inauguration du bâtiment Hypnose à Lubumbashi. C'est un nouveau mall commercial très joli. D'ailleurs, l'entreprise générale Malta Forest a participé avec la construction et l'asphaltage du parking. Donc nos amis chinois ont fait le reste. Preuve que nos amis chinois et le groupe Forest peuvent coopérer et collaborer intelligemment. Et il y avait dans l'intervention une demande officielle au chef de l'État, M. Joseph Kabila Kabange, pour une demande à son Excellence pour la création d'une banque de l'habitat. Okay. Il manque en République démocratique du Congo l'ordre des architectes tel que venait de signifier M. Barak. Il faut aussi qu'il y ait cette banque de l'habitat qui va commencer à octroyer des crédits à toute personne, à toute structure qui présenterait des projets bancables en ces termes-là. Et au cours de son intervention, il a parlé de la nécessité ou bien qui existerait dans l'Expo Béton, le plus grand salon de construction de l'Afrique centrale, qui cette année a planché sur le corridor ouest, un projet intégrateur qui exprime, s'il faut le dire ainsi, la possibilité de la création de l'autorité du corridor ouest. Monsieur Barek, nous poursuivons notre débat du jour. Au cours de votre introduction, vous avez énuméré la question liée au déficit et de l'énergie. Et cette question, vous avez voulu proposer quelques solutions à travers votre entreprise appelée, le mot m'échappe, Congo Énergie. Congo Énergie est bel et bien présent dans ce qui concerne l'électrification des grandes villes, à travers une technologie innovante de lampadaire solaire que vous présentez. En deux mots, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette question? En deux mots, Congo Énergie est une entreprise du groupe Forest active dans l'énergie, l'électricité et l'éclairage public. Congo Énergie, comme d'autres sociétés du groupe Forest, fait partie du pôle énergie. Comme ça, nos téléspectateurs pensent pôle énergie du groupe Forest. Congo Énergie est actuellement actif dans le plus grand projet de partenariat public-privé en RDC avec la SNEL, le projet qui s'appelle FRIPT, c'est-à-dire c'est un projet de réhabilitation des infrastructures de production et de transport d'électricité, c'est-à-dire des groupes turbo-alternateurs à Inga 2, et envoi de l'électricité à la station de conversion de Kolosi pour les clients Kamoto Copper Company et Mutanda Mining, dont des miniers qui sont à Kolosi. Ça demande vraiment de changer des transformateurs et des équipements qui étaient vétustes, des câbles, etc. Donc tous les équipements électriques pour justement apporter l'énergie aux industries au Congo. Congo Énergie a également, avec AEMI, donc le pôle énergie groupe Forest, a réhabilité une Sanga, une station de production hydroélectrique dans le Bas-Congo, donc non loin des chutes de Zongo. Avec réhabilitation de 3 groupes, donc 6 MW qui ont été réinjectés sur le réseau. Et d'ailleurs, cette centrale est connectée à Kinshasa. Donc l'énergie arrive forcément de lieux de production d'énergie. Donc au Congo, pays béni, c'est vraiment le mot, il y a énormément de sites pour la production hydroélectrique, donc avec des chutes d'eau. On fait fonctionner les turbines et ça crée de l'électricité. Donc Congo Énergie est actif dans ce domaine-là. J'ai cité aussi la centrale solaire de Manono. On peut être aussi actif dans les centrales à gaz, avec les champs par exemple gaziers au large de Moanda. Et vous avez cité une solution écologique, une solution d'éclairage public. Le lampadaire solaire. Des lampadaires solaires. C'est une technologie française qui a reçu 7 brevets internationaux, y compris le plus haut brevet
américain du MIT. Donc à travers ça, vous avez la possibilité, la facilité d'éclairer l'ensemble de la République démocratique du Congo sans se connecter à un barrage. Tout à fait. Ce sont des lampadaires qui sont autonomes. Donc si la SNEL fonctionne ou la SNEL ne fonctionne pas, vous serez éclairé. Ce sont des lampadaires très robustes et adaptés aux climats tropicaux. Vous pouvez en installer partout, c'est-à-dire que ce soit dans les villes ou dans les campagnes ou dans les forêts. Il suffit juste de faire... Alors nous, on a le souci de la qualité. On fait un coffrage en béton, mais un mât métallique de 5 à 7 mètres. Et vous avez la tête avec un lampadaire solaire, une batterie au nickel métallhydrure, différente de d'autres batteries qui sont, elles, au plomb, donc qui polluent, qui ne sont pas résistantes. Là, nos batteries sont des batteries au nickel métallhydrure qui éclairent des lampes LED, des lampes écologiques. Alors ces lampes-là, je vous donne un scoop, il y aura bientôt à Lubumbashi 300 lampadaires solaires qui éclaireront la nouvelle route que Malta Forest est en train de rénover à Lubumbashi, qui va du Square Forest, qui passe devant le gouvernorat du Haut-Katanga jusqu'à l'église méthodiste. Hormis la ville de Lubumbashi, quelles sont d'autres grandes villes qui sont bénéficiaires de cette technologie? Kinshasa, Kalemi, l'aéroport de Kalemi en a, Kolwezi, au rond-point de la dépendance que son Excellence le Président de la République a visité rapidement au volant de son véhicule. Il a pu constater donc les lampadaires et la fontaine et la magnifique place du rond-point de l'indépendance de Kolwezi. Donc l'appel est lancé aux gouverneurs qui nous suivent. Donc il y a une possibilité d'éclairer vos villes au travers cette technologie aussi simple et si que souple. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous poursuivons notre entretien du jour axé sur la question de la construction république démocratique du Congo. Comment transformer ce pays continent de plus de 2 345 000 km² en défi énorme à relever? Comment désengorger, désenclaver le centre de la production vers le centre des consommations? Eh bien, telles sont les plus grandes questions qu'on se pose par rapport à l'évolution ou à la modernisation de la République démocratique du Congo. Monsieur Barak, je rappelle que vous êtes à Kinshasa pour une activité qui s'annonce déjà pour très bientôt, la semaine belge. En 2 mots, qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent comprendre ou bien retenir de cela? Merci beaucoup. La semaine belge de Kinshasa, à l'entre parenthèses, je vois que vous ne manquez pas l'actualité. Donc la semaine belge de Kinshasa est une initiative de l'ambassade de Belgique, le service économique de l'ambassade de Belgique, plus la chambre de commerce belgo-congolaise et luxembourgeoise, ici installée au Congo et à Kinshasa. L'idée était d'inviter les entreprises pour célébrer une semaine belge ici à Kinshasa. Et c'est comme ça que nous avons répondu favorablement à cette invitation. Nous allons donc exposer à l'espace Texaf Bilembo un stand où on va exposer justement Malta Forest, ses productions de routes, ses constructions d'immeubles, bâtiments. Et d'autres sociétés belges. Et d'autres sociétés belges qui seront présentes. Donc ça commencera le mardi 2 et ça se terminera le samedi 7. Alors, donc ça sera une vitrine, c'est en quelque sorte où vous aurez à exposer, à faire découvrir vos produits au grand public. Tout à fait. Je reviens le lundi, on va célébrer, le monde va célébrer la journée internationale de l'habitat. Et vous êtes aussi partie prenante à cette organisation. Quel est le thème retenu pour cette année? Et que comptez-vous aussi prendre pour que cette journée soit vraiment une réussite, parce que vous allez aussi participer à l'organisation de la dite journée? Tout à fait. Cette journée a toujours le même objectif, qui est de proposer des logements abordables à la population. À Kinshasa, je dois être honnête, ce n'est pas encore gagné. Voilà. Nous avons dernièrement eu une réunion avec Elan RDC, qui est un programme de UKAID, d'une ONG qui s'appelle Ada Smith International, qui a fait un travail de consultant et qui a invité Malta Forest, d'autres constructeurs, d'autres banquiers, d'autres financiers, etc. pour essayer de comprendre ce qui se passe. D'ailleurs, Elan RDC est partenaire de l'Expo Béton. Pour essayer, est-ce qu'il est possible de construire une maison, par exemple, à 5 000 $? C'est ça la grande question. Mais si vous me posez la question aujourd'hui, je vous dis clairement non. Impossible, en tout cas pour le moment à Kinshasa. Notre objectif, et nous travaillons dur dans ce sens... Alors qu'est-ce qui coûte? Est-ce le matériau de construction ou bien les terrains? Alors, très bonne question. Au niveau du terrain, j'aimerais souligner qu'il y a le terrain et la sécurisation des titres du terrain.
Donc ça, c'est un autre... Vous savez que 80% des conflits juridiques dans les tribunaux aujourd'hui concernent des conflits fonciers. Oui. Ça, c'est un autre dossier qui doit être... Alors peut-être la biométrie ou alors le e-government pourrait y trouver une solution, mais c'est un problème pour beaucoup de citoyens, et notamment des Congolais de la diaspora. Bon, ça c'est juste une parenthèse. Le ciment, aujourd'hui, on peut le trouver à un prix... $10 généralement. Un prix compétitif. Le fer également est disponible, mais tous les autres matériaux, par exemple les pointes ou d'autres intrants, sont importés et coûtent très cher. Ils sont importés et les infrastructures de transport, notamment les routes ou alors les ponts, sont difficiles. Ce qui fait que le prix de revient des matériaux sont très chers. Aujourd'hui, le groupe Forest se force à trouver des solutions pour pouvoir proposer des lotissements avec des maisons pour arriver par exemple à 60 ou 70 000 $. Alors vous voyez que l'écart est énorme. Donc il y a un long chemin encore à faire pour justement proposer, et c'est pourquoi cette journée mondiale de l'habitat est là, pour qu'on puisse réfléchir. J'ai cru entendre que Monsieur le Premier ministre, Monsieur Tchibala sera présent, pour pouvoir réfléchir à des stratégies, à des solutions pour que chacun, parce que c'est un droit fondamental d'avoir une maison et d'être raccordé à l'eau, à l'électricité, et de pouvoir vivre avec sa famille, élever ses enfants, les éduquer, les nourrir. C'est vraiment, vous connaissez la pyramide de Maslow, c'est un besoin primaire. La ville-province de Kinshasa compte par estimation 15 millions d'habitants, selon certaines sources 12 millions pour d'autres. Eh bien, la ville-province de Kinshasa compte 24 communes. Mais le paradoxe dans tout ça, le 80% de la terre ou de l'espace habitable ne sont pas occupés. Donc, lorsque je me réfère à la 80%, je parle de la commune d'Ensele et la commune de Maluku. Rien que ces deux communes représentent près de 80% en termes de proportion de la terre, de superficie de la ville-province de Kinshasa. Le 22 provinces restantes, le 22 communes restantes représentent seulement 20% de la population. Donc, il y a une forte déséquilibre. La concentration, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ce qui fait que la densité dans toutes les 22 provinces sont tellement élevées. D'où maintenant il faut des politiques, comment faire pour viabiliser ces coins de la capitale. Quelles sont les politiques qu'il faut mener pour que tout le monde aujourd'hui puisse avoir accès à un habitat décent, écologique et moins cher? Est-ce que Malta Forest ne réfléchit pas autour de cette problématique? Parce que devant un problème, il y a aussi une opportunité de capitaliser. Pourquoi ne pas construire de maisons, exploiter tous ces terrains vides et donner des maisons en crédit? Tout à fait. Alors là, vous soulignez encore du point une question qui est très précise et d'actualité. Et je vous dis d'ailleurs bravo pour cette question. Merci. Vous avez cité Nsele jusqu'à Maluku, Kinkole, etc. Actuellement, l'entreprise Générale Malta Forest, c'est là où elle vend le plus de matériaux de construction, actuellement. Donc il y a, je pense que la population quinoise est très intelligente, elle est au courant de ce qui se passe. Et au niveau de ces terrains-là, ils sont achetés chaque jour, ça construit tous les jours. Alors je rappelle que pour ceux qui achètent chez l'entreprise Malta Forest, tant mieux. Mais il faut, je reviens maintenant aux normes, j'y suis allé moi-même, j'ai constaté des briques le long de la route. Bon, à peine je les prenais que déjà ils s'effritaient comme des biscuits sur le sol. Donc là, ça représente un réel danger. Ça, c'est une petite parenthèse que je voulais donner. Mais au niveau de cette zone géographique, il est clair qu'on ne peut passer que par là, pour les viabiliser, par les routes, par des raccordements eau, électricité, en construisant des voies d'évacuation d'eau, donc d'assainissement pour le drainage. Ensuite, on revient à la question du financement. Il faut inviter peut-être les financiers, notamment les banques, à réfléchir sur cette stratégie-là. Je sais que la Banque of Africa donne 15 ans, par exemple, de crédit. Mais quand on a des clients qui se présentent, combien au final obtiennent ces crédits? Donc les banques doivent aussi jouer leur rôle fondamental qui est de financer l'économie. Ensuite, vous avez dans cette zone-là, une qualité de vie qui serait meilleure que dans d'autres communes aujourd'hui de Kinshasa. Alors c'est une réflexion, c'est ensemble qu'on doit vraiment construire ces nouveaux projets. Nous sommes aussi dans l'objectif à long terme de faire des assainissements, des lotissements, dans ce secteur-là. Monsieur Barak, c'était un honneur pour nous de vous avoir sur ce plateau. Il me sera incomplet
déclore complètement cette émission sans pour autant vous demander de regarder droit à la caméra et de placer votre mot de clôture à tous ce milliers de téléspectateurs qui nous suivent de partout. Alors je vous remercie pour l'invitation. Merci. Je salue donc tous les téléspectateurs de la chaîne RTVS 1. L'entreprise Malta Forest est une entreprise congolaise qui utilise une main-d'œuvre 100% congolaise avec une expertise congolaise et pour les Congolais. Donc acheter chez Malta Forest, c'est acheter local, c'est favoriser l'emploi. Et justement, nous comptons sur les auditeurs, aussi bien de Kinshasa et d'ailleurs, de venir nous voir. Vous serez très bien reçus pour faire des suggestions, pour nous dire bonjour et bien sûr pour passer des commandes. Merci beaucoup. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais plutôt par l'indifférence de ceux qui devraient combattre ce mal. Donc, lèvons-nous et bâtissons notre cher et très beau pays. C'est par cette réflexion que nous bouclons complètement notre numéro du jour. Au revoir et à la prochaine.